Vous cherchez à vous former dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie? Le Centre des métiers du tourisme et de l'hôtellerie est la référence dans ce secteur. Nos élèves ont la chance d'apprendre auprès des meilleurs professionnels et de mettre en pratique leurs compétences dans des restaurants de renom. Et pour ceux qui cherchent à aller plus loin, nous offrons la possibilité désormais de décrocher un diplôme supérieur au Maroc et des stages au Hilton de Tanger. Une expérience inoubliable pour se perfectionner dans le domaine de l'hôtellerie. Les inscriptions ont déjà commencé en ligne et au siège du CMTH à Abomey-Calavi et Cotonou. Alors ne tardez pas à vous inscrire pour rejoindre les élites de demain dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Le Centre des métiers du tourisme et de l'hôtellerie. Nous formons pour l'emploi et l'auto-emploi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à BeNews. C'est toujours avec le même plaisir habituel que je vous retrouve pour ce nouvel exercice de décryptage de l'actualité nationale sur Carré Politique. L'ancien député du bloc républicain dans la 8e circonscription électorale a demandé la démission du ministre d'État Abdoulaye Biot-Chané de son poste de secrétaire général national du parti dans un courrier adressé lundi 24 avril dernier au secrétariat administratif de cette formation politique. Rachid Gbadamansi a évoqué la piètre performance du parti lors des législatives du 8 janvier 2023. Quelle est la pertinence de cette demande? Rachid Gbadamansi serait-il dans une démarche périlleuse? C'est bien le premier sujet qui va ponctuer le débat sur ce numéro de Carré Politique. Et puis, au palais de la Marina, le chef de l'État a reçu lundi dernier le président du parti Les Démocrates. Les deux hommes ont abordé plusieurs sujets d'intérêt national, notamment la situation des personnalités politiques en prison, le projet de loi spéciale d'amnistie, la situation des personnes sous contrôle judiciaire, le code électoral, la situation des producteurs et la loi portant statut de l'opposition. Nous ferons sur ce plateau le lien entre cette rencontre et l'attitude des députés jeudi dernier lors du premier rapport d'activité du président Louis Vlavonou pour le compte donc de la 9e législature. Fidèle de BeNews avec vous pour disséquer ces différentes actualités. Deux analystes politiques, Alphonse Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vous, Paul. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous faites le débat avec Sergino Lokosso, lui également analyste politique. Sergino, bonjour. Bonjour Paul, bonjour à tous les téléspectateurs. Rachid Gbadamansi, je commence par vous. Rachid Gbadamansi ne veut plus du tout de la présence du secrétaire général national du parti Bloc républicain. Comment avez-vous perçu sa demande? Bon, je constate que Rachid Gbadamansi a osé. Il a peut-être dit tout haut ce que certains ou nombre de personnes dans le parti pensent bas. Je crois que c'est quand même oser de demander la tête du président du parti, du patron du parti, et comme justificatif ou pour justifier son acte, il a parlé de piètre performance lors des législatives. Pour ma part, je crois que la piètre performance d'un parti à une élection n'incombe pas seulement au patron du parti, ça incombe à tout le bureau politique national du parti et partant
à toutes les structures du parti au niveau départemental. Donc, dans les dans les circonscriptions électorales, il faut quand même, qu'à un moment donné, que les acteurs politiques puissent savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a fait que nous n'avons pas eu beaucoup de voix dans telle circonscription électorale ou dans telle autre circonscription électorale. Donc, demander comme ça la tête du président, je me dis qu'il y a quelque chose peut-être au sein du bureau, parce que Rachid Gbadamassi, il faut le rappeler, il fait partie du bureau de ce parti. Donc, on se dit qu'il y a une autre raison inconnue du grand public qui fait que Rachid Gbadamassi demande la tête du secrétaire général. Pour ce que nous savons, c'est que c'est osé de demander la démission du chef du parti dans ces conditions-là. Dans ces conditions-là, j'aurais souhaité que ensemble qu'ils évaluent ce qui a marché, ce qui n'a pas marché dans chaque circonscription électorale, et maintenant voir à qui incombe les responsabilités pour pouvoir repositionner le parti, parce que il faut le rappeler, lors des dernières élections législatives, le parti a eu pratiquement les mêmes sièges que le parti de l'opposition. Donc ça montre que c'est un signal fort. Il faut que ce parti puisse véritablement travailler pour se hisser davantage. Maintenant, si Rachid Gbadamassi estime qu'il faut faire partie, le président de la tête du parti, c'est sûr que au sein du parti, ça ne marche pas. Et pour faire un retour passéiste, pour jeter un regard passéiste, vous allez constater que depuis la démission de ministre Abimbola de ce parti, le parti n'a fait qu'enchaîner que des sauts d'humeur, des mouvements, des débauchages un peu partout. Donc, pour ma part, c'est osé. Pour ma part, c'est peut-être que on va peut-être attendre la réaction du président ou bien d'autres membres du parti pour voir effectivement ce qui n'a pas marché. Mais pour ce qu'on sait, pour Rachid Gbadamassi, qui est un acteur politique, qui a fait 20 ans au Parlement, il a sûrement des choses à enseigner. Lui qui se dit professeur politique, un acteur politique et tout. Donc, j'estime pour ma part que c'est peut-être qu'il est en train de vouloir indiquer, de vouloir donner un signal, je vais dire fort, à tous les autres membres du parti, au peuple, pour montrer au peuple qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la demande de Rachidi cache peut-être quelque chose de plus profond que le grand public ne connaît pas. Alphonse Maurice Soulé, la contre-performance du parti aux législatives du 8 janvier dernier suffit-elle à elle seule pour demander la démission du SGN à la tête du parti? Ou selon vous, il y a d'autres raisons qui jusque-là n'ont pas encore été évoquées? Non, je me suis donné pour devoir de lire la correspondance privée que l'honorable Gbadamassi a adressée au secrétaire général national du Bloc républicain. J'ai vu d'autres il y a plusieurs raisons: mauvaise gestion des ressources humaines, non-maîtrise des textes régissant le fonctionnement du parti. Mais je dis une chose, l'échec aux élections ne compte pas à une seule personnalité. La preuve, le président, le secrétaire général national a pu tirer son épingle du jeu. L'UPA aussi a eu des difficultés. Nous avons vu comment le professeur Djebounou a pu être élu. Donc je dis, cela ne compte pas forcément au secrétaire général national, parce que le parti est dirigé par un bureau. Et au sein de ce bureau, pour ce que je sais, il y a d'autres responsabilités, il y a d'autres personnes qui occupent des postes de responsabilité. Chacun devait dire, c'est normal, je ne lui en veux pas, pour avoir posé le problème, pour avoir fait le diagnostic du parti, parce qu'il voit déjà 2026 aux portes du Bloc républicain, mais qui se dit que les erreurs du passé doivent être corrigées. Je suis d'accord, mais est-ce qu'il revient au président seul, secrétaire général national du parti, de porter tous les péchés d'Israël? Chacun à son niveau. Ils ont parlé de l'école du parti que l'honorable Arif Bako devait diriger. Le parti n'a pas pris compte. Est-ce que cela dépend effectivement de Biochane? Est-ce que des gens ont pris des initiatives que le secrétaire général a étouffées dans l'œuvre? Parce que c'est un bureau, c'est un ensemble. C'est pour la première fois qu'on met sur la place publique les difficultés du Bloc républicain. Forcément qu'il y a des intentions cachées derrière. Est-ce que le statut actuel de Rachid Gbadamassi, j'allais dire, lui, qui, quand bien même il a été positionné deuxième titulaire dans la 8e circonscription électorale, n'a pas pu retrouver le chemin du Parlement, est-ce que ces faits n'amènent pas à douter de la sincérité de sa demande? Je suis d'accord avec vous aussi. Gbadamassi avait été élu député, il siégeait déjà au niveau de la 9e législature. Je ne suis pas convaincu qu'il puisse dire ça, parce qu'il a dit depuis de 2003 à 2023, c'est pour la première fois que lui, Rachid Gbadamassi, n'a pas été élu député. Donc quelque part lui aussi, il pense à ses intérêts. S'il était élu, je ne suis pas sûr
qu'il puisse exposer à la face du monde les erreurs du parti. Donc aujourd'hui, c'est normal qu'un parti comme le Bloc républicain, avec le nombre de députés qui a baissé après les législatives, devait s'asseoir ou étudier les causes et les conséquences de ce qui se passe. Au sein du parti, il y a forcément des malentendus. Ce n'est pas seulement au sein du BFCL, au niveau du LEP, on l'a vu. Donc, il faudrait que les partis se préparent dès maintenant, constituent les responsabilités. Mais est-ce qu'il est habilité à lui seul de demander? Il suggère, c'est une suggestion dans la lettre, il suggère au président habilité de partir de la tête du parti, de se contenter de son poste ministériel et d'être un simple membre du parti. Donc, je voudrais que, une lettre privée se retrouve sur la place publique. Est-ce que c'est ABT qui aurait mis la lettre sur la place publique ou bien est-ce que c'est l'auteur de la lettre qui a voulu que nous soyons informés de ce qu'il a demandé en privé au secrétaire général national? Tout compte fait, le BR, l'UPR, les démocrates, tous les partis politiques béninois ont des difficultés à réussir parce que les gens ne se sont pas mis ensemble par conviction politique. Ce sont les contraintes qui ont amené les uns et les autres parce que le chef de l'État a demandé que ceux qui le soutiennent se retrouvent dans des creusets. Donc aujourd'hui, les gens peut-être pour sauver leur beefsteak, pour sauver leur position administrative, se sont vus obligés d'être membres de ces partis. Maintenant que Gbadamassi n'a plus rien, il n'est plus député, il a perdu des avantages, il faut le reconnaître. Il trouve que, comme cette femme-là, qui après avoir fait une mauvaise prestation en chorégraphie, accuse ses seins, c'est habiter les seins. Donc je crois qu'il est temps que chacun prenne ses responsabilités, qu'on étudie les difficultés auxquelles le parti est bloqué. Alphonse Moïse Foudé, Sergino Lokosso, j'ai envie de vous rappeler que à la veille des législatives de 8 janvier 2023, le bloc républicain a subi de nombreux débauchages. On se rappelle que dans le septentrion, des conseillers communaux sont partis en bloc. Est-ce que ces faits ne viennent pas conforter Rachidi Gbadamassi dans sa demande, Sergino Lokosso? Je pense qu'il faut souligner deux choses importantes à mon avis. L'acte posé par Rachidi Gbadamassi, c'est vrai, ça peut constituer, ça peut être déclencheur de ce que il y a quelque chose qui ne va pas au sein du parti. Mais ce qu'il faut voir, c'est l'acteur qui pose l'acte. Et ce qu'il ne faut pas oublier également, l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, l'objet c'est suggestion. Il n'existe pas. Il suggère au président de démissionner parce que il a estimé peut-être pour sa part que le fait d'être ministre d'État et d'être président du parti ne lui permet pas d'avoir véritablement les moyens pour s'occuper du parti. Peut-être que c'est ça. L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est vrai que Rachidi Gbadamassi n'est plus député à l'Assemblée nationale, mais le fait pour lui qu'il n'est plus député à l'Assemblée nationale ne l'empêche pas de voir les défaillances au sein du parti. Je ne défends pas Rachidi Gbadamassi, mais ce que je sais, c'est on est en train de constater une guerre de leadership qui a toujours existé dans les partis politiques. Peut-être que Rachidi Gbadamassi, parce qu'il n'a plus retrouvé son siège au Parlement, il se dit disponible pour gérer ce parti. Il a suggéré peut-être au président de quitter pour que lui soit président de ce parti. Parce que, vu que les 2026 n'est pas loin, il faut que le parti se repositionne, comme l'a rappelé Moïse tout à l'heure. L'autre chose qu'il faut dire, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de commentaires, d'insinuations concernant l'acte posé par Rachidi Gbadamassi. D'aucuns pensent qu'il est en chômage politique technique, donc il est en train de, comme il n'a plus retrouvé son siège, il est en train de bavarder, il est en train de dire du n'importe quoi. C'est vrai, on peut reprocher à Rachidi Gbadamassi de manquer d'élégance dans l'acte qu'il a posé, mais l'acte qu'il a posé, moi je pense que au-delà de tout, on doit prendre du recul et véritablement analyser. Mais si on reste seulement calqué sous l'angle de ce qu'il n'a plus retrouvé son siège, il est en train de dire du n'importe quoi, il est en train de dire... Mais moi je dis, il faut quand même prendre du recul pour voir, est-ce que Rachidi Gbadamassi, en le faisant, est-ce qu'il n'est pas en train de poser un problème? Est-ce qu'il n'est pas en train de montrer que dans le BR que ça ne va pas? Et que les acteurs de premier plan, les têtes de pont, doivent véritablement corriger le tir pour que le parti puisse se repositionner, puisse reprendre ses lettres de noblesse pour conquérir toutes les élections. Parce que le parti, un parti politique, c'est la conquête du pouvoir, c'est l'animation de la vie politique. Et donc, je pense que à ce niveau-là, il faut essayer de prendre du recul, d'analyser. On ne peut reprocher, je le dis, l'acte posé, demander, suggérer au président de quitter le parti, on peut lui reprocher ça. Mais l'acte que Rachidi Gbadamassi a posé, prenons du recul. Il y a comme un lynchage politique
enfin un lynchage médiatique, pardon, contre Rachid Goudamassi. C'est vrai, il est acteur du parti. Il a estimé que le président doit quitter le parti. Donc, il faut essayer de voir un peu les avis, ne pas être trop tranché sur ce qu'il dit. Parce que c'est un parti politique. Rachid Goudamassi, on le connaît. Il a son mot à dire, en fait, quand il s'agit de la politique. Quand il s'agit du BR, il a son mot à dire. C'est vrai qu'il a perdu son siège, mais le fait pour lui de perdre le siège ne veut pas dire qu'il n'a pas travaillé, ne veut pas dire qu'il n'a plus rien dans la tête, que sa tête est petite et que son idée est mauvaise. Ça pourrait être le motif fondamental de cette demande. Bon, Parce que comme Moïse Soudé le disait, est-ce que si Gbadamassi avait conservé son siège au Parlement, est-ce qu'il serait amené à demander la mais on ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non, parce que il peut avoir son siège au Parlement et poser le même acte et demander au président de démissionner. S'il constate, parce que je ne suis pas dans le parti, Rachid Goudamassi est dans le parti, mais autant qu'ils sont les membres du bureau, ils peuvent s'évaluer. Quand vous êtes dans une association, ne nous leur pas la face. On crée un groupe ici, par exemple. Chacun peut juger chacun sait comment chacun a mouillé le maillot. Mais si lui, en tant que membre du parti, il est dans le bureau, est-ce que le président du parti a mouillé conséquemment le maillot comme cela se doit pour les législatives? On ne sait pas. Mais si Rachid arrive à demander, à suggérer au président de démissionner, c'est qu'il s'est dit que quelque part le président a failli, ou bien le président n'a plus ses facultés. Peut-être qu'il est fatigué, je ne l'affirme pas. Mais c'est des hypothèses que je suis en train d'émettre. Alphonse Soudé, depuis sa création, le Bloc républicain s'est illustré quand même comme étant la deuxième plus grande formation politique au Bénin, en tout cas jusqu'à 2023. Aujourd'hui, le parti ne compte que 5 ministres au sein du gouvernement de Patrice Talon. Est-ce que ce ne sont pas des faits qui doivent amener les acteurs politiques de cette formation à demander à ce que Abdoulaye Biotchane quitte le parti et laisse un autre dynamisme s'insuffler à la tête du parti? Non, vous savez, je voudrais rappeler à tous c'est que le président Patrice Talon est candidat du Bloc républicain. C'est le Bloc républicain qui a proposé le président Patrice Talon. Tout comme l'Union progressiste, le Renouveau, tout comme c'est le Bloc républicain qui a proposé Patrice Talon comme son candidat. Les autres sont venus bien après. Bon, soit je le dis, et Gbadamassi, il était où quand Abimbola a participé à la destitution du maire Fagoum? Il était où? Il ne s'est pas prononcé. Je dis et je répète, si Gbadamassi n'avait pas perdu son siège, il n'aurait pas écrit cette lettre-là. Parce que cette défaillance-là ne date pas de 2023. Il l'a rappelé. Ça ne date pas de 2023. Il était député quand ce problème était là. Il n'a jamais écrit au secrétaire général exécutif du Bloc républicain. Parce qu'il a perdu son siège, il a trouvé que les gens ne se sont pas suffisamment battus sur le terrain pour que lui soit réélu. Si le Gbadamassi était réélu, il n'allait pas poser ces problèmes-là. Soyons clairs. Je suis d'accord que c'est son droit en tant que membre du parti de poser le diagnostic pour que 2026, comme il a dit lui-même, tout en un. Parce qu'en 2026, ce sont les élections générales. Si vous ratez les législatives et les communales, attention, votre candidat pour la présidentielle risque d'avoir des difficultés. Je suis d'accord qu'il demande qu'il y ait des assises, qu'on s'asseye, qu'on étudie ensemble là où nous avons commis des erreurs. Mais je refuse qu'il pense que tous les péchés là doivent être portés par une seule personne. Quand vous lisez sa lettre, il n'a indexé que Abdoulaye Biotchane, seul responsable. Mais il y a d'autres postes de responsabilité dans le parti. Est-ce que chacun a pu jouer le rôle qui lui est dévolu après avoir porté le parti sur les fonds baptismaux? Je dis, c'est vrai qu'il y a des erreurs. Il faut situer les responsabilités, mais il ne faudrait pas croire que c'est une seule personne qui a fait échouer le parti. Lui-même, Rachid Gbadamassi, par rapport à la responsabilité qu'on lui a confiée dans le parti, qu'est-ce qu'il a fait? Arifani Bako, qui est chargé de créer l'école du parti, Gbadamassi a dit, est-ce qu'on a mis les moyens à sa disposition? Est-ce que lui, Arifani Bako, il a pris des initiatives que le président ABT a étouffées? Il faudrait qu'on nous le dise. Parce que dire ça, on verrait là directement une colère de personnes. On verrait là qu'il y a une cabale au sein du parti contre ABT. Moi, j'ai déjà appris que ABT allait partir. Il y a un courant qui veut faire partir ABT de la tête du parti. Mais maintenant, lui, Gbadamassi, quel est l'objectif qu'il vise?
en écrivant une lettre privée qui se retrouve sur la place publique, parce qu'il il dit bien que n'a nullement un caractère officiel public susceptible d'être diffusé par quelque voie que ce soit. Mais on retrouve ça dans les groupes WhatsApp, les gens en discutent, donc il y a un problème. Il a voulu que les gens sachent, parce que là c'est une cuisine interne. Cuisine interne, on aurait pu se retrouver, le président habité, après la réception de la lettre, pourrait convoquer le bureau politique pour dire, j'ai reçu un courrier d'un membre du bureau, je souhaiterais que nous puissions en discuter, nous publics. C'est bien après qu'on va nous dire que bon, le BS s'est retrouvé en congrès extraordinaire pour revoir les instances de son parti. Donc, vouloir faire porter le péché à une seule personne, moi je crois que c'est une guerre de leadership. Ils ont forcément quelqu'un qu'ils ont envie de positionner, même si ce n'est pas Rachid Gbadama, s'il y a un nom qui circule, justement, Alphonse Moïsoudé, nous allons rester dans l'éventualité de ce que le Bloc républicain est désormais un nouveau secrétaire général national. Qui voyez-vous dans le lot prendre la succession de ABT, par exemple? Les noms qui circulent, c'est notamment le ministre Samadami. Il n'est pas le seul, il y a quand même l'honorable Barthélémy Kassa. Non, j'ai dit le nom qui circule pour le moment, c'est Samadami. Samadami, à un moment donné, a été très proche de Gbadamassi. C'est vrai que Gbadamassi, à la mairie de Parakou, s'est fait remplacer par Samadami. Après, ils ont eu des rapprochements. Donc, aujourd'hui, les noms qui circulent parmi certains éléments du Bloc républicain, on veut que Samadami soit à la tête du parti. Encore que récemment, on vient de renforcer son autorité ministérielle en lui ajoutant l'énergie. Donc, voilà quelqu'un qui porte un idéal. Maintenant, il y a autrement. Est-ce que si Abdoulaye Biachane accepte de quitter la tête du parti, est-ce qu'on croit que le parti là va décoller? Est-ce qu'on croit que le parti, parce que ce qui se dit, c'est pas ça. On veut carrément la disparition du BR pour que désormais la mouvance soit représentée par un seul parti très fort. Parce que vous voyez comment le BH est passé à 28 députés. Et là aussi, il a fallu que des gens travaillent. Si Gbadamassi n'a pas travaillé chez lui dans la 8e pour que lui-même soit réélu, ce n'est pas le problème de l'ABT. ABT a été élu chez lui. Et ABT n'a pas siégé. Le suppléant de ABT non plus n'a pas siégé. Donc, eux, ils ne sont pas venus là pour s'accrocher aux responsabilités. Parce que si quelqu'un on dit qu'ABT a été élu normalement, c'est son suppléant qui devait siéger. Le suppléant non plus n'a pas siégé. Donc, soucieux de leur manque de disponibilité pour siéger à l'Assemblée nationale, ils ont permis à toute personne. Gbadamassi, il a fait 20 ans à l'Assemblée nationale. Je suis d'accord. Quelle est la plus-value qu'il a apportée à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il y a une loi aujourd'hui qu'on peut sortir des tiroirs de l'Assemblée nationale on dira c'est la loi Gbadamassi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que s'il dit, après avoir fait 20 ans à l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'il a fait 5 législatures. Quelle est la plus-value que lui, il a apportée au niveau de l'Assemblée nationale? Et au sein du BR, quel rôle il joue pour fédérer les énergies? C'est pas parce qu'on n'a pas été réélu cette fois-ci qu'on doit monter au créneau. Alphonse Moïsoudé, vous demandez quel est le rôle que ces acteurs politiques ont joué, notamment lors des législatives de 2023, mais il ne faut pas oublier non plus que la participation des démocrates a déjoué tous les pronostics des partis de la mouvance. Si vous êtes bien assis dans votre fief, oui, vous restez indétournable. Si vous êtes bien assis dans votre fief, vous restez indétournable. Ça veut dire que entre Gbadamassi et ses électeurs, parce qu'il a parlé de ses zones sociales qui lui permettent d'être en relation directe avec ses électeurs. Si ces électeurs n'ont pas pu le faire élire, c'est que lui-même, il a un problème avec sa base. Il faut qu'il aille revoir ça. Nous irons cette fois-ci au palais de la Marina où Éric Kounete a rencontré le président Patrice Talon, Sergio Lokosso. Sur quel signe pourrait-on déjà placer cette rencontre? Non, c'est une rencontre du chef de l'État avec le patron d'un parti politique de l'opposition. Je crois que c'est sous le signe de la décrispation. C'est ce qu'on m'a dit, c'est sous le signe de la décrispation. On va espérer que cette rencontre entre le chef de l'État et Éric Kounete, qui, il faut le rappeler, le patron des démocrates, qui est une partie de l'opposition, puisse produire... Qui est un parti, vous voulez dire... Qui est un parti de l'opposition, un parti politique de l'opposition, puisse produire ses fruits. Et quand vous écoutez les sujets inscrits à l'ordre du jour, vous allez voir que ces sujets s'inscrivent bien dans la décrispation politique. Et donc, je crois que ce qu'on va espérer,
et que véritablement les doutes de Éric Mouleté puissent un jour avoir pour que Éric Mouleté ait de réponse aux questions qu'il est allé poser au chef de l'État. Justement, parce que au sortir de cette rencontre, Éric Mouleté a exprimé son insatisfaction. Oui, c'est pourquoi il dit quant à la substance des discussions qu'il a eues. Peut-être que avec le temps, ça viendra. Et le chef de l'État, concernant la loi d'amnistie qui tient à cœur aux opposants, a demandé aux opposants d'aller au Parlement pour aller le faire là-bas. Et donc, je crois que aujourd'hui, c'est quand même compliqué pour l'opposition d'avoir satisfaction. Mais je crois également que il ne faut pas être veuf d'espérance comme on le dit. Il faut que l'opposition espère. Et on va espérer également que le chef de l'État puisse concéder certaines choses, puisse les accompagner, comme on le dit, puisse les écouter. Parce qu'au-delà de tout, c'est vrai qu'ils sont un parti d'opposition, mais ce sont des fils du pays qui ont des problèmes, qui ont des difficultés et qui voudraient bien que le chef de l'État puisse arbitrer sur un certain nombre de sujets concernant les détenus politiques, Joël Aïvo, Réki Amadougou et consorts. Je pense bien que ce n'est pas mauvais comme rencontre. C'est ce qu'on peut souhaiter, une rencontre entre le président, le chef de l'État et tous les fils, je vais dire comme ça, du pays. Avant que je ne revienne à Alphonse Moïse Soulé, au cours de cette rencontre, Éric Mouleté a notamment évoqué la question relative au statut de l'opposition. Certains Béninois l'ont d'ailleurs accusé d'être allé quémander le titre de chef de file. Je pense que je pense que il n'est pas allé quémander. Je pense qu'il n'est pas allé quémander. Les textes sont là. Nous sommes dans un état de droit où ce sont les lois qui gouvernent. Ce sont les lois qui gouvernent dans un état de droit. Qu'est-ce que les dispositions en vigueur ont prévu par rapport au chef de file de l'opposition? Si c'est Éric Mouleté qui est le chef de file de l'opposition, selon les dispositions en vigueur, il sera, un acte sera pris pour le nommer. Si ce n'est pas lui et si c'est Paul Rompé qui doit continuer, Paul Rompé va continuer. Je pense que le débat ne se pose même pas. On n'a pas besoin de demander, de jeter la pierre à Éric Mouleté parce qu'il allait rencontrer le chef de l'État. On ne sait pas si véritablement il allait demander. Mais ce que nous savons, la loi dit que c'est le parti qui a obtenu, le parti d'opposition qui a obtenu le plus de voix lors des dernières élections. Les dernières élections, ce sont les législatives de 2023. Ce sont les démocrates qui ont eu députés. Les FCBE, c'est vrai, ils ont participé aux élections, mais ils n'ont pas eu de voix, ils n'ont pas siégé. Donc, je pense que aujourd'hui, si on doit parler du chef de file de l'opposition, si on doit s'en tenir à ces dispositions, ce sont les démocrates. Maintenant, est-ce qu'il n'a pas besoin d'aller quémander ça auprès du chef de l'État? C'est les dispositions qui seront appliquées en son temps. Ça sera appliqué si c'est lui, si c'est pas lui. Alphonse Moïse Soulé, est-ce que ce n'est pas légitime pour Éric Mouleté d'aller rappeler au chef de l'État que conformément aux tests qui régissent la vie publique, politique au Bénin, il lui revient de droit le titre ou le poste de chef de file de l'opposition qu'occupe Paul Rompé aujourd'hui? Le président Mouleté a été clair qu'il allait discuter des problèmes qui concernent les Béninois avec le chef de l'État. C'est parce que les Béninois veulent en réalité. On ne peut pas... Quel miracle on attend des démocrates? Quel miracle? Le chef de file de l'opposition aujourd'hui, c'est Éric Mouleté. Ne nous trompons pas, les textes sont clairs. Les textes sont clairs. Il y a pas... De facto, à la sortie des élections, le parti de l'opposition qui a eu plus de députés à l'Assemblée, c'est le parti Les Démocrates, et c'est le seul parti qui siège au nom de l'opposition. Donc, de facto, oublions ça. Rompé, c'est qu'il a perdu le titre. L'autre est allé faire un rappel au chef de l'État. Il a discuté même de cette loi sur le statut de l'opposition pour dire qu'il ne revenait pas au chef de l'État de prendre un décret. Donc, il demande qu'on corrige la loi. Qu'est-ce qu'on veut? Nous avons éprouvé cette loi. On a vu qu'il y a des goulots d'étranglement. Donc, il est allé demander qu'au niveau de l'Assemblée, qu'on puisse corriger les choses. Moi, je dis, qu'est-ce qu'on veut des démocrates? Il ne peut pas faire le miracle. Comme on dit dans un français vulgaire, il ne peut pas péter plus gros que leur cul. Ils ne sont que 28. Ils ne sont que 28. Donc, j'ai comme l'impression que les Béninois demandent de l'extraordinaire aux députés, aux 28 députés de l'opposition. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils sont obligés de faire parfois des compromis, sans compromission avec la mouvance. Ils sont obligés. Okay. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de la mouvance et mettre Patrice Talon de côté. Patrice Talon est le géniteur des deux grands partis de la mouvance. Et Patrice Talon peut donner des consignes aux députés de la mouvance
pour faciliter un certain nombre de choses. Donc, il faudrait que les Béninois le comprennent. Parce qu'on est en train de pousser les députés de l'opposition à la radicalité. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit une opposition mécanique. Ça s'est senti dans le vote du rapport. C'est pas possible. Ça s'est senti dans le vote du rapport. On veut que, bon, opposition pour opposition. Quelqu'un écrit, on vous suit comme le laisse le feu. N'allez pas nous trahir là-bas. Est-ce qu'on me dit que dans le rapport présenté par le président Blavonou, tout est mauvais, donc il faut voter contre? Moi, je dis, ça devient pour moi, Alphonse Moïse, une opposition mécanique. Et évidemment. Ça va les rattraper, parce que vous voulez introduire à l'Assemblée nationale une loi spéciale d'amnistie. Vous avez besoin de la mouvance pour que cette loi passe. Vous ne pouvez pas agir comme ça. Et vous ne pouvez pas agir comme ça. J'ai dit la dernière fois, cette loi, si elle doit être votée, elle concerne vraiment tous les Béninois, mais il faut faire un travail de lobbying. Exactement. Il faut faire des concessions. Parce que si déjà le premier vote qu'on vient d'opérer après l'installation de l'Assemblée nationale, c'est le vote du rapport du président de l'Assemblée nationale et les 27 députés de l'opposition présents ont voté contre, ça ne ratera pas. Les autres leur marqueront le coup. Je ne vous interromps pas, mais j'ai envie de vous rappeler que ce rapport qui a été présenté le jeudi dernier par le président de l'Assemblée nationale prend en compte les activités au plan interne, les activités au plan externe, les activités du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Et parlant de ces activités, certainement, il y a eu le point sur le vote sur les présidents de commission. Mais qu'est-ce que la Cour Est-ce que dans ces conditions, on demanderait récemment, aux députés du Parti les démocrates de voter oui pour ce rapport? A demandé qu'on reprenne un certain nombre de choses. C'est des deux points inscrits à l'ordre du jour. Pour faire l'équilibre de la session. La Cour constitutionnelle a tranché. Est-ce que donc c'est à cause de cet élément? Vous savez, moi je ne veux pas leur enseigner la politique. Mais vous êtes en train de demander quelque chose. Quand une femme veut demander quelque chose à son mari le soir, déjà au matin, au petit déjeuner, on sent que cette dame-là, elle cherche quelque chose pour le soir. C'est clair. Donc, et ça a été un vote mécanique, à l'exception de l'honorable Rossi qui n'était pas là. Les 27 systématiquement ont voté contre. Écoutez, imaginez, vous introduisez votre loi spéciale sur l'amnistie, les autres aussi votent contre. On ne peut pas, il faut pas suivre ce que le peuple veut de vous et être dans une opposition mécanique et radicale. Ça va se retourner contre eux. Et mieux, si vous permettez, je pense aujourd'hui que, comme l'a souligné le confrère Moïse Soudé, l'opposition ne peut plus fonctionner comme il y a 10 ans, il y a 20 ans. Vous comprenez? Vous êtes demandeur de beaucoup de choses. La loi d'amnistie, comme il l'a rappelé, ne peut pas être votée avec les 27 députés. Ce ne sont pas les 27 ou 28 députés du Parti des démocrates qui vont faire valider la loi. Vous avez besoin de l'opposition, de la mouvance, pardon. Et vous allez voir, quand je prends un peu le président de l'Assemblée nationale, et qui, j'ai suivi un peu la séance, lors des débats, il leur disait que, enfin, quand vous prenez le président, il a fait 4 mandatures en tant qu'opposant. Il a été opposant avec 4 mandatures. C'est ça, le 6e mandature, la 5e mandature du président de l'Assemblée nationale, en tant que premier président de l'Assemblée nationale, enfin, en tant que sa première mandature, c'était sous la mouvance, la 2e maintenant, c'était sous la mouvance. C'est pour dire quoi? Pendant 4 législatures, il a été opposant. Et donc, il maîtrise les rouages de l'Assemblée nationale. Et il a dit ceci, il a dit, je vais vous le dire rapidement, il dit, il n'y a rien dans ce rapport qui justifie que vous votez contre. C'est ce que nous avons fait ensemble durant ces 2 mois. Il est trop tôt pour ouvrir les hostilités. Nous avons 36 mois à faire ensemble. Nous venons d'en faire 2. Faites le rapport. La proportion par voix. Il est trop tôt pour déclencher les hostilités. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est vrai, vous êtes des opposants. C'est vrai que vous avez des choses à réclamer. C'est vrai que vous avez des choses à reprocher. J'ai suivi un député qui allait même reprocher le fait que le président, on n'a pas pu mettre le président du Parti des démocrates au même titre que le président de l'Union progressiste lors de l'investiture du président de l'Assemblée nationale. Il dit, c'est pas ça, le peuple n'a pas besoin de ça. Mais il a participé. Est-ce qu'il est venu à l'Assemblée? Non, pas des futilités, on va dire. Le peuple n'a pas besoin de ça. Le peuple a besoin que les opposants puissent véritablement jouer leur rôle. Mais vous êtes 27, 28, contre tous ceux-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et unanimement, tout le monde a refusé de voter le rapport. C'est vrai qu'il y a le vote, l'élection des présidents des commissions, mais la Cour constitutionnelle a tranché. Et c'est devenu un point qui était inscrit à l'ordre du jour de cette session. Donc, ça veut dire qu'on doit reprendre
ce vote-là. Mais le premier point qui concerne le rapport, il y a rien. Moi, j'ai suivi le rapport. Il y a rien. C'est vrai que vous parlez il y a le rapport est constitué des missions, enfin, internes et externes. Mais quand vous écoutez le président de l'Assemblée nationale présenter le rapport, moi, je pense qu'il y a rien. Mais ce que les opposants ont reproché quand ils prenaient la parole, c'était des futilités pour moi. Donc, je pense que aujourd'hui, ils ont besoin de la mouvance présidentielle pour voter leur loi, parce que ce faisant, ils sont en train de compromettre leur séjour à l'Assemblée. Parce qu'ils vont rester là, ils vont crier, ils vont tapoter, mais ils n'auront rien. Alphonse Moïse-Soudé, avec ce premier signal lancé par les démocrates, comment pourrait-on entrevoir la collaboration entre les députés de l'opposition et la mouvance pour les prochains mois? Vous avez vu ce que le président de l'Assemblée nationale a dit. C'est trop tôt de lancer les hostilités. Les hostilités. Et je leur certifie, s'ils ne savent pas faire, parmi les 28 là, on va tous les débaucher. C'est clair. On va tous les débaucher. Parce que ils sont partis du mauvais pied. C'est juste un rapport de 2 mois, quand même. C'est un rapport de 2 mois. De façon unanime. De façon unanime, on a dit que les 27 députés de l'opposition présents ont voté contre. C'est un mauvais combat. Ce n'est pas, le peuple ne leur a pas demandé ces choses-là. Il y a des lois importantes qui arrivent, où vous avez besoin des autres. Je dis, à cette allure-là, les Béninois me donneront raison un jour. On va finir. On va finir par débaucher. Par débaucher les 28 députés. Parce que cette opposition mécanique-là, on sait ce que ça a donné. On sait ce que ça donne. Parce que, systématiquement, après 2 mois d'exercice, on vous présente un rapport. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses... Il y a des choses à reprocher, il y a des choses perfectibles. Et vous savez que devant vous, vous voulez solliciter ces mêmes personnes-là. Et déjà, vous marquez ce premier coup-là. Je dis et je répète que les 28 députés de l'opposition ne soient pas des députés mécaniques, ne soient pas des robots, ne soient pas des députés codiaux. Ils n'ont qu'à utiliser leur jugeote pour faire le travail. S'ils ont peur des commentaires que nous avons dit, bon, il faut... Parce que ce n'est pas évident qu'ils restent unis jusqu'à la fin de la mandature. Ils ne resteront pas unis. Il y a des gens qu'on peut débaucher facilement en tenant compte de leurs faiblesses, de leurs intérêts. L'argent va parler. On va jouer sur des cordes sensibles. Donc, il faut pas déjà provoquer. Si vous ouvrez la boîte de Pandore, toutes les lois qui vont proposer ne passeront pas, parce que nous sommes sur un terrain politique, les gens vont leur marquer les coups. Donc je voudrais que la tête sur les épaules, qu'on aille doucement. Il ne faut pas faire de l'opposition radicale. Ça n'a jamais arrangé un pays en Afrique de faire de l'opposition radicale. Encore que lors de la cérémonie d'investiture du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou avait même invité les députés de la minorité à ne pas s'enliser dans une opposition radicale, voire stérile un peu, pour reprendre ses mots. Et il a appelé les députés de la mouvance à une ouverture d'esprit pour qu'il y ait une collaboration, qu'il y ait un compromis à l'Assemblée nationale. Parce que l'opposition dit, je parle au nom du peuple. La mouvance dit, je parle au nom du peuple. Si tant est que tout le monde parle au nom du peuple, par rapport à un certain nombre de choses, il devrait avoir des concessions. On ne va pas toujours être là dans la radicalité, dans l'affrontement. Non, c'est pas possible. Les députés n'ont pas été élus pour être une opposition mécanique. Alors, ça va être la fin de cette émission. Je ne sais pas si vous avez envie de placer... Non, le mot que j'ai envie de placer, c'est que les opposants, quand ils se comportent comme ça, on se dit que comme ils ont souvent l'habitude de le dire, ils ne sont pas là pour défendre les intérêts du peuple. Ils nous donnent l'impression de défendre leurs propres intérêts. Je pense aujourd'hui que les choses ont changé. Il faut que véritablement, on n'a pas de leçon de politique à leur donner, qu'ils puissent véritablement prendre du recul, voir, analyser, bien voir, bien analyser pour voir si c'est cette posture qu'il faut adopter pour avoir des choses. Parce que autant ils ont besoin des choses, ils sont en difficulté, l'opposition est en difficulté. Et donc il faut... Déjà avec cette loi sur l'amnistie. Il faut collaborer. Je pense aujourd'hui que pendant qu'on a besoin de 1001 choses, nous ne savons faire qu'un tout petit peu, d'où l'obligation pour nous d'aller en relation avec les autres. Je ne leur demande pas de rentrer dans les partis d'opposition, mais il peut y avoir quand même... Les partis de la mouvance, des partis de la mouvance, mais il peut y avoir des moments où ils peuvent s'entendre. Ils peuvent faire des concessions sur des points donnés, sur des logiques données. Et on peut, je crois bien qu'on peut faire des concessions. Merci à vous, Alphonse Moïse-Soudé, Sergino Lekossou, merci d'avoir participé à ce plateau. C'est moi. Fidèles de BNews, nous sommes à la fin de cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Carré Politique. D'ici là, portez-vous bien.